Alors le principe de départ de ce studio d'enregistrement, c'est vraiment de faire un tracking room, comme le qualifient les Anglais, c'est-à-dire un endroit où on ait beaucoup de volume, une grande hauteur de plafond et de la possibilité de faire de la prise de son dans les règles de l'art. Une acoustique qui soit à la fois très contrôlée et en même temps qui puisse satisfaire les musiques acoustiques qui étaient une de nos cibles de départ, c'est-à-dire qui soit une acoustique très vivante quand même. La surface totale fait un peu plus de 200 mètres carrés, avec cette pièce principale ici qui fait environ 130 mètres carrés, avec 6,50 m sous plafond au plus haut, avec en fait le choix très clair d'avoir deux acoustiques sensiblement différentes, une qui est ici un petit peu plus mate et une ici un petit peu plus claire. Puis ensuite, attenante à cette pièce, se trouvent deux autres volumes de 20 et 25 mètres carrés, des cabines où il y a en effet une très forte isolation, puisqu'on est à 65 dB d'isolation entre le studio principal et les cabines. Et bien sûr le control room qui est à l'étage, avec une vue sur tout le studio. C'est aussi une chose qu'on a déjà vue dans d'autres studios, mais qui est en fait une petite caractéristique du lieu aussi. L'acoustique a été sérieusement pensée, avec l'assistance bien sûr d'un acousticien, en l'occurrence Monsieur Lafont, qui a fait ses prédictions et qui a confronté ses prédictions à notre idée, à l'idée qu'on se faisait de cette pièce. Finalement, c'est donc le mélange de sa prédiction scientifique et de notre expérience, de nos envies qui ont conduit à ce résultat. J'ai exactement tout ce que je veux ici, c'est-à-dire à la fois un vrai confort de travail et surtout un vrai studio au sens d'acoustique, parce qu'une cabine, on peut trouver une cabine n'importe où, mais ce qui devient de plus en plus rare. Évidemment aussi dans des coûts raisonnables, hein, parce que c'est aussi important dans les budgets aussi avec lesquels on travaille maintenant, c'est d'avoir un véritable studio avec un superbe piano, une vraie acoustique et donc la possibilité de travailler dans autre chose que des home studios améliorés, quoi. Dans ce gros volume, une chose qui était très importante pour nous, c'est qu'on puisse avoir la lumière naturelle. Donc vous avez ici deux puits de lumière qui font leurs bons offices et qui changent évidemment beaucoup l'ambiance de travail. Et en plus ici, il y a quelque chose de très chaleureux, de très chaud, qui donne vraiment envie de travailler. C'est-à-dire, c'est suffisamment professionnel et complet pour faire tout ce qu'on veut faire, et en même temps, il y a ce truc en plus qui fait qu'on est bien, quoi. Voilà, qu'on n'est pas dans un endroit aseptisé en même temps. Voilà. Donc c'est important. Bonjour. Je suis désolé, c'est pas grave. Le backline, c'est assurément une considération importante pour un studio comme le nôtre. Ça contribue à l'attrait général et puis les musiciens sont très sensibles. Nous, on a fait un très gros effort sur le piano, puisque c'était un élément central aussi de notre dispositif et de notre stratégie. Dès le départ, on a choisi d'investir dans un très beau grand concert. La particularité de ce piano, c'est dû à sa marque, c'est en partie, tu as pu le remarquer, la richesse en harmonique, la polyphonie, ce qu'on appelle, et puis la symphonisation. La symphonisation, c'est un terme très technique qui est dû au fait du mélange des harmoniques. Ce piano est extrêmement riche, et ce qui permet à beaucoup de pianistes de pouvoir improviser et se faire plaisir à jouer dessus. Et du coup, on a un instrument très riche dans l'enregistrement. J'aime quand j'arrive dans un studio, j'ai besoin de sentir que tout est possible, c'est-à-dire qu'il y a toujours une part d'imprévu et qu'il y a l'espace pour cet imprévu. Mais en dehors de ça, ce qui est important pour moi, c'est
d'une part une espèce d'intimité qui peut se faire même dans un grand lieu. Et par exemple ici c'est grand, mais c'est vrai qu'on peut avoir des coins, se faire un petit monde. Je pense que notre singularité, notre originalité, elle est véritablement dans cette pièce. Les choix technologiques qui sont finalement très classiques. Aujourd'hui, je pense que de ce point de vue-là, on est relativement standard. Le studio de la Fonderie est organisé autour d'un patch 48 lignes qui permet d'enregistrer 48 micros analogiques dans la régie qui se trouve en haut. On a une quarantaine de références de micros, aussi bien pour le live que pour le studio, avec des micros de légende, que ce soit des originaux des années 40, des années 50 ou des rééditions beaucoup plus récentes. Alors à la Fonderie, il y a les ingénieurs du son maison, bien sûr, qui sont attachés au studio, de la même façon que les assistants qui sont attachés au studio. Et puis il y a aussi, évidemment, les ingénieurs extérieurs qui sont bienvenus et dont le travail est facilité par les assistants qui les accueillent. Certains ingénieurs sont ici dans une position où ils sont partie prenante du développement du studio. Le truc chouette ici, c'est d'être opérationnel très rapidement, d'avoir des outils qui se mettent en marche rapidement, qui sont fiables et qui sont versatiles, encore une fois. C'est un point super important par rapport à l'économie du milieu dans lequel on bosse, et puis par rapport juste au fait d'aller vite à la musique et à l'essentiel de notre travail, quoi. Mon expérience en tant que preneur de son de la pièce, aujourd'hui, ça fait 7 ou 8 ans que j'y travaille, c'est que c'est comme je le rêvais. Je peux faire du close miking et je peux mettre des micros à 10 mètres des sources et je peux coller des micros au plafond. Je sais qu'en fait, j'ai une très grande confiance dans l'acoustique qui fait que je suis en position d'être assez audacieux, de bousculer mes habitudes. C'est difficile de faire un résumé, de faire une sélection comme ça de guest stars parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont passés ici en 7 ou 8 ans. Moi, en mémoire, j'aurais Chico Buarque, Charlie Watts, Elisabeth Contomano, Pierre-Élie Lagrène, Sylvain Luc. Ah oui, au fait, pourquoi la Fonderie? Il faut savoir que dans cette pièce et dans ce bâtiment, il y a une grande histoire. À la fin du 19e, au début du 20e siècle, cet endroit accueillait le fondeur Rudier, qui n'est autre que le fondeur principal de Rodin. Et c'est ici même, c'est maintenant prouvé, qu'a été fondu le premier penseur. C'est pas mal.